La prochaine guerre commerciale ne se joue pas avec des missiles, mais sous la terre. Pendant que Washington discute des taux et que Pékin empile la technologie, une bataille moins visible avance, patiente, dans le sol d'Afrique de l'Ouest. Quand Ibrahim Traoré décide que l'agriculture n'est plus une question de survie, mais d'effet de levier, les terres deviennent stratégie et les cultures deviennent monnaie face aux pénuries, à l'inflation et au climat. Et si ce basculement obligeait le monde à réécrire ses réflexes, encore, avant même de le reconnaître, cette vidéo promet une chose précise, expliquer comment une politique agricole, apparemment technique et locale, est devenue un levier de pouvoir capable de provoquer des réactions à Washington, Bruxelles et Pékin. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre en quelques minutes pourquoi la nourriture peut aujourd'hui peser autant que l'énergie ou la finance dans l'équilibre mondial. L'histoire ne porte pas sur des bananes en tant que fruits, mais sur ce qu'elle révèle, la fragilité des chaînes d'approvisionnement, la peur de perdre le contrôle et la manière dont des pays longtemps marginalisés redéfinissent les règles. Avec Ibrahim Traoré au centre, le récit permet de lire différemment les débats sur l'inflation, la souveraineté et la mondialisation, non comme des abstractions, mais comme des choix concrets inscrits dans la terre. Ce qui suit n'est ni une célébration ni une condamnation, mais une analyse structurée de ce qui se passe quand l'agriculture cesse d'être périphérique et devient stratégique. Début 2025, plus de 500 000 acres, soit environ 202 000 hectares, sont discrètement affectés à une seule culture dans l'ouest du Burkina Faso. Ce chiffre, à lui seul, signale que l'initiative portée par Ibrahim Traoré dépasse largement une réforme agricole classique et s'inscrit dans une logique de puissance. Le point de départ n'a pourtant rien de spectaculaire. Fin 2024, un document interne circule dans les bureaux gouvernementaux sous un titre technique « Première phase de souveraineté agricole ». Officiellement, l'objectif est connu. Stabiliser les prix alimentaires, réduire la dépendance aux importations et amortir les chocs climatiques qui fragilisent depuis longtemps le pays. Mais sous cette façade, la logique est différente. Pour l'entourage d'Ibrahim Traoré, l'agriculture n'est plus pensée comme un secteur économique parmi d'autres, mais comme une couche stratégique comparable à l'énergie pour les États pétroliers. Le raisonnement est simple et brutal. Contrôler l'approvisionnement, c'est influencer la conversation. Dans un monde marqué par l'inflation, les pénuries et l'instabilité climatique, la nourriture devient un actif géopolitique. Là où beaucoup voient une activité de subsistance, le pouvoir burkinabé voit un levier. Cette lecture tranche avec des décennies de politiques africaines centrées sur l'aide, l'exportation brute ou la dépendance au marché extérieur. Le contexte régional renforce ce choix. Le Burkina Faso est enclavé, sans pétrole, sans accès direct à la mer, et longtemps exposé à des contraintes sécuritaires et économiques. Dans ces conditions, miser sur la terre revient à transformer une vulnérabilité structurelle en avantage potentiel. L'initiative agricole s'inscrit aussi dans un moment plus large. Montée des tensions commerciales mondiales, fragilisation des chaînes logistiques et remise en cause des modèles de dépendance financière. Ce qui se joue ici n'est donc pas seulement une politique publique, c'est une hypothèse stratégique. Et si la souveraineté passait d'abord par la capacité à nourrir, puis à négocier ? Cette question, posée très tôt par Ibrahim Traoré, ouvre la suite du récit. Pour comprendre comment cette stratégie descend du papier vers la réalité, il faut suivre les premiers acteurs mobilisés sur le terrain. Autour du noyau décisionnel d'Ibrahim Traoré, des agronomes, des ingénieurs hydrauliques et des administrateurs locaux deviennent les vecteurs d'une transformation rapide. Leur rôle n'est pas seulement technique. Ils servent d'interface entre une vision politique abstraite et des communautés rurales longtemps marquées par l'exode, l'orpaillage ou l'agriculture de survie. Dans l'ouest du pays, les premières zones pilotes prennent forme. Des terres sont regroupées, irriguées et organisées en unités coopératives. Des familles déplacées par l'insécurité sont réinstallées, formées, puis intégrées dans un modèle productif structuré. Chaque ménage reçoit un accès garanti à la terre, une formation technique et un prix d'achat minimum soutenu par l'État. Pour beaucoup, c'est la première fois
que le travail agricole est associé à une prévisibilité économique. Les effets apparaissent vite. Dans des communes autrefois dépendantes de la migration saisonnière, l'activité revient avec un sentiment de permanence. Les marchés locaux changent de rythme. Les discussions ne portent de plus seulement sur la survie du mois à venir, mais sur la prochaine récolte, l'investissement collectif et la stabilité des revenus. Cette dynamique reste modeste, mais elle est visible. Ce basculement précoce révèle l'intention réelle du projet. Créer de la continuité là où dominait l'urgence. Et c'est précisément ce glissement, discret mais structurant, qui donne sens à la suite. Le passage de l'intention à l'action s'opère rapidement, selon une logique en 3 temps. Activation, montée en puissance, puis répercussion. Début 2025, la politique agricole quitte les bureaux pour le terrain. Plus de 500 000 acres sont officiellement dédiés à la culture industrielle de la banane, depuis les zones humides du sud-ouest jusqu'aux plaines récemment irriguées près du bassin de la Volta. Ce choix n'est pas anodin. Il vise des régions capables de produire à grande échelle tout en restant relativement protégées des chocs sécuritaires immédiats. L'activation repose sur l'infrastructure. Au lieu de systèmes lourds alimentés au diesel, l'État installe plus de 200 unités d'irrigation à énergie solaire. Le calcul est pragmatique. Réduire les coûts d'exploitation, limiter la dépendance énergétique et sécuriser la production face aux fluctuations du carburant. Les agronomes impliqués projettent des rendements annuels élevés, suffisamment stables pour envisager autre chose qu'une simple autosuffisance. Dès ce moment, le projet bascule d'une logique de subsistance vers une logique industrielle. La montée en puissance se joue ensuite sur l'organisation humaine. Des dizaines de milliers de familles déplacées sont réinstallées dans des coopératives structurées. L'État garantit un prix d'achat minimum, créant un filet de sécurité qui transforme le rapport au risque. Pour des communautés longtemps dépendantes de l'orpaillage ou de l'émigration saisonnière, cette promesse change le calcul quotidien. Le travail agricole cesse d'être un refuge temporaire et devient une activité centrale. À ce stade, Ibrahim Traoré résume la philosophie du projet lors d'une réunion à huis clos, plus tard relayée par des médias régionaux. Si nous cultivons ce que le monde achète, dit-il en substance, nous ne supplions pas, nous négocions. Cette phrase marque un tournant symbolique. Elle signale que la politique agricole n'est plus pensée comme une réponse interne, mais comme un outil de positionnement externe. Les premières répercussions apparaissent à l'extérieur des frontières. Des cargaisons modestes de bananes fraîches et transformées commencent à circuler vers le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les volumes restent limités, mais les prix attirent l'attention. Les produits burkinabés arrivent sur les marchés régionaux sensiblement en dessous des moyennes latino-américaines, même après transport. Cet écart suffit à provoquer des interrogations chez les distributeurs et les analystes. À la fin de 2025, des estimations circulent dans les forums agricoles régionaux. Si le rythme se maintient, l'Afrique de l'Ouest pourrait remplacer une part significative des importations asiatiques de fruits tropicaux dans les années à venir. Officiellement, le Burkina Faso est peu cité. Officieusement, les acheteurs savent d'où proviennent les volumes émergents. Des protocoles d'accords pilotes sont signés avec des importateurs asiatiques, assortis de clauses d'expansion rapide. Ces signaux atteignent rapidement les capitales occidentales. À Bruxelles, des lobbies agricoles demandent un réexamen des quotas d'importation. À Paris, des propositions de normes phytosanitaires plus strictes émergent, présentées comme techniques mais perçues comme dissuasives. À Washington, le ton est plus mesuré, mais des documents internes reconnaissent que les réorientations agricoles africaines pourraient modifier les équilibres commerciaux existants. La séquence se referme sur un constat clair. Ce qui avait commencé comme une politique alimentaire interne a franchi un seuil. Sans déclaration de confrontation, le projet a déclenché des réactions en chaîne, et c'est précisément à partir de ce moment que l'histoire cesse d'être agricole pour devenir pleinement géopolitique. Au départ, le point de référence est simple. Une agriculture fragmentée, coûteuse en énergie et incapable d'influencer les marchés au-delà des frontières immédiates. Quelques mois plus tard, les indicateurs montrent un système plus intégré, moins cher à exploiter et orienté vers l'exportation.
Ce passage du baseline au delta constitue le cœur chiffré du projet soutenu par Ibrahim Traoré, et c'est aussi ce qui attire l'attention internationale. Commençons par un premier indicateur, l'investissement initial. Les estimations gouvernementales évoquent environ 410 millions de dollars mobilisés pour lancer la première phase. Ce montant est important pour un pays enclavé, mais il est structuré différemment des plans classiques. Le financement combine des réserves publiques, des revenus miniers réaffectés et des instruments régionaux, réduisant la dépendance aux bailleurs traditionnels. Autrement dit, le coût n'est pas seulement budgétaire, il est pensé comme un pari sur l'autonomie décisionnelle. Poursuivons avec un deuxième indicateur, les coûts d'exploitation. Le choix d'installer plus de 200 unités d'irrigation solaire modifie l'équation économique. Selon les projections internes, cette infrastructure réduit les dépenses opérationnelles d'environ 35% par rapport au système diesel conventionnel. Ce chiffre n'est pas anecdotique. Il signifie que la production devient plus résiliente face aux chocs énergétiques et que les marges peuvent être maintenues même lorsque les prix mondiaux fluctuent. En termes simples, chaque tonne produite coûte moins cher à maintenir dans le temps. Enfin, un troisième indicateur s'impose, la productivité. Les agronomes impliqués estiment des rendements compris entre 38 et 42 tonnes par hectare par an, une fois la pleine capacité atteinte. Rapporté aux surfaces engagées, cela représente un volume potentiel suffisant pour dépasser largement les besoins intérieurs, tout en alimentant des marchés extérieurs. Ce niveau de rendement place le projet dans une catégorie industrielle, loin des standards de subsistance qui dominent encore dans de nombreuses zones rurales de la région. Ces trois chiffres, pris ensemble, racontent une histoire cohérente. L'investissement crée l'infrastructure, la réduction des coûts sécurise la viabilité, et la productivité ouvre la porte à l'exportation. Ce n'est pas une croissance explosive, mais une montée en puissance calculée. C'est précisément cette combinaison qui inquiète certains observateurs, car elle suggère une capacité de coordination durable. Pour Ibrahim Traoré, l'intérêt de ces données n'est pas uniquement économique. Elles servent de langage commun dans les échanges diplomatiques. Là où les discours idéologiques peuvent être contestés, les chiffres imposent un autre type de crédibilité. Ils montrent que la stratégie n'est pas symbolique, mais mesurable. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le projet fonctionne sur le papier. Elle devient plus inconfortable. Que se passe-t-il quand ces chiffres commencent à peser sur les chaînes d'approvisionnement existantes et à remettre en cause des équilibres installés depuis des décennies? Les critiques les plus sérieuses du projet ne viennent pas de ses opposants idéologiques, mais d'analystes qui reconnaissent sa cohérence tout en soulignant ses fragilités potentielles. Leur premier argument est environnemental. Une expansion rapide de l'irrigation, concentrée autour du bassin de la Volta, pourrait exercer une pression durable sur les nappes phréatiques. Même avec des systèmes solaires efficaces, l'intensification agricole à grande échelle comporte des risques d'épuisement des ressources hydriques si elle n'est pas strictement encadrée sur le long terme. Le second argument porte sur la gouvernance. En structurant fortement la filière autour de l'État, le modèle pourrait créer une dépendance politique inversée. Les critiques estiment que des prix garantis et une coordination centralisée risquent aussi de réduire la flexibilité du marché, d'étouffer l'initiative privée et d'exposer le système à des erreurs de pilotage. Si la demande extérieure ralentit ou si les conditions commerciales se durcissent, l'État pourrait se retrouver à absorber des coûts difficiles à soutenir. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux, car elles s'appuient sur des précédents historiques bien documentés. Des projets agricoles ambitieux ont échoué ailleurs pour des raisons similaires, malgré des intentions stratégiques claires. Pourtant, les réponses apportées par l'équipe autour d'Ibrahim Traoré montrent une tentative d'anticipation plutôt qu'un déni. Sur le plan environnemental, le gouvernement lance parallèlement des programmes de reboisement massif autour des zones irriguées visant à stabiliser les sols et à préserver les bassins versants. Cette approche ne supprime pas le risque, mais elle signale une reconnaissance explicite du problème. Sur le plan institutionnel, la création de coopératives vise à répartir la responsabilité économique
entre l'État et les producteurs, limitant une centralisation absolue. La réponse la plus forte reste toutefois stratégique. Les autorités ne présentent pas la banane comme une fin en soi, mais comme une première étape. Le discours officiel insiste sur la diversification future afin d'éviter une dépendance à une seule culture. Cette nuance est essentielle car elle transforme la critique en condition de réussite plutôt qu'en verdict d'échec. Au fond, le débat n'oppose pas faisabilité et illusion, mais vitesse et maîtrise. La question n'est donc pas de savoir si la stratégie est risquée, mais si les mécanismes de correction suivront le rythme de l'expansion. Début janvier 2026, le projet franchit un seuil invisible jusque-là. Ce qui relevait de signaux techniques et de manœuvres discrètes bascule dans l'espace public sous l'effet combiné de retard de paiement, de primes d'assurance en hausse et de notes diplomatiques de plus en plus explicites. Les banques européennes commencent à différer les règlements liés aux expéditions agricoles d'Afrique de l'Ouest, invoquant des examens de conformité prolongés. Dans le même temps, les assurances sur les routes de fret augmentent brutalement sans qu'aucune sanction officielle ne soit annoncée. Ce glissement est central, car il révèle la nature réelle de l'affrontement. Il ne s'agit plus d'un débat sur la viabilité agricole, mais d'un test de limite. Jusqu'où un pays peut-il transformer la production alimentaire en levier sans déclencher de réponse coercitive formelle ? Les signaux restent ambigus, mais leur accumulation crée une pression tangible sur le terrain. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré apparaît à la télévision nationale, non derrière un pupitre, mais devant des caisses marquées « fabriquées au Burkina Faso ». Le ton est calme, presque pédagogique. Il affirme que le pays ne s'arme pas de missiles, mais de fermes, et qu'il ne s'en excusera pas. Cette intervention marque un changement de registre. La stratégie n'est plus seulement appliquée, elle est assumée publiquement. À partir de cet instant, le projet cesse d'être interprété comme une expérimentation économique. Il devient un symbole, observé, commenté et jugé bien au-delà de ses résultats immédiats. Pour l'État burkinabé, les effets se mesurent d'abord en marge de manœuvre. La montée en puissance de la filière banane réduit la dépendance immédiate aux importations alimentaires et crée une source de revenus exportables plus prévisible. Cela ne transforme pas instantanément les finances publiques, mais cela modifie la posture de négociation. Dans les échanges avec les partenaires extérieurs, l'argument n'est plus uniquement celui du besoin, mais celui de l'offre. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution compte autant que les recettes elles-mêmes, car elle redonne une capacité d'initiative dans des discussions longtemps asymétriques. Pour les entreprises locales, le changement est plus opérationnel. Des acteurs logistiques, des transformateurs et des coopératives émergent autour d'une chaîne de valeur plus intégrée. Les investissements se déplacent vers le stockage, la transformation et le conditionnement, réduisant les pertes post-récolte et créant des activités à plus forte valeur ajoutée. Même modestes, ces dynamiques stabilisent l'écosystème économique et attirent l'attention de partenaires non traditionnels, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Le risque demeure, mais la visibilité augmente. Pour les citoyens, les effets sont les plus tangibles. Dans les zones rurales, l'emploi agricole progresse sensiblement entre mi-2025 et fin 2025, inversant une tendance de fuite vers les centres urbains ou l'étranger. Sur les marchés urbains, la volatilité des prix alimentaires recule sur une période d'environ 12 mois, allégeant la pression sur des ménages déjà fragilisés par l'inflation. Les bananes, autrefois importées et imprévisibles en prix, deviennent un produit national stable. Cette stabilité n'efface pas la pauvreté, mais elle réduit l'incertitude quotidienne. À l'échelle régionale, les répercussions sont plus politiques. Les pays voisins observent un modèle qui combine production, coordination et discours de souveraineté. Au sein des alliances régionales, la question n'est plus seulement sécuritaire ou monétaire, mais alimentaire. Si un État enclavé peut influencer des flux commerciaux grâce à la terre, d'autres pourraient tenter des stratégies similaires. Cette possibilité suffit à déclencher des recalculs dans les capitales régionales et au-delà. Ces conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Elles coexistent avec des tensions environnementales, des critiques internes et des pressions extérieures. Mais ensemble, elles dessinent un basculement clair. La nourriture cesse d'être un sujet technique pour devenir un facteur de pouvoir. Et c'est précisément cette transformation
progressive mais visible, qui place aujourd'hui le Burkina Faso sous un projecteur mondial inédit. Dans un scénario de base, la trajectoire actuelle se prolonge sans accélération majeure. Les exportations agricoles progressent à un rythme contrôlé, les tensions diplomatiques restent contenues et les mécanismes de conformité deviennent plus prévisibles. Les acteurs financiers s'adaptent sans revenir entièrement en arrière, tandis que l'État affine ses outils de gestion environnementale et coopérative. Dans cette configuration, la stratégie alimentaire continue de renforcer la position du pays sans provoquer de rupture brutale. Le pouvoir gagné est réel, mais encore limité, et dépend largement de la discipline interne. Un scénario plus optimiste suppose une normalisation rapide des flux commerciaux. Les retards de paiement se résorbent, les assurances se stabilisent et les partenariats logistiques s'élargissent, notamment vers l'Asie et le Moyen-Orient. La filière banane devient alors un démonstrateur crédible d'un modèle reproductible. La diversification annoncée commence à prendre forme, réduisant la dépendance à une seule culture. Dans ce cas, la stratégie agricole cesse d'être perçue comme une exception politique et devient une option économique sérieusement étudiée par d'autres États de la région. Le scénario le plus défavorable repose sur un durcissement progressif des pressions extérieures. Sans sanctions explicites, des obstacles indirects se multiplient. Normes renforcées, accès au crédit restreint, coûts logistiques durablement élevés. L'État doit alors absorber une partie des chocs pour maintenir les prix garantis et la cohésion sociale. Le projet ne s'effondre pas, mais il se fige, transformant un levier potentiel en charge budgétaire lourde. Le risque principal n'est pas l'échec agricole, mais l'épuisement politique et financier. Ces trois trajectoires BARFA partagent un point commun. Aucune n'est déterminée uniquement par la production. Elles dépendent de choix, de réactions et de capacités d'ajustement. La variable décisive n'est pas la quantité de bananes produites, mais la manière dont le pays gère l'interaction entre souveraineté et interdépendance. Dans cette perspective, la recommandation centrale est cognitive plutôt qu'opérationnelle. Il s'agit de penser la stratégie comme un processus adaptatif. Si les conditions changent, les règles doivent évoluer sans renoncer à l'objectif. Autrement dit, la réussite ne repose pas sur une victoire rapide, mais sur la capacité à recalibrer sans perdre le sens du projet. Pour le spectateur, cette histoire ne se limite pas à une analyse géopolitique lointaine. Elle renvoie à des préoccupations concrètes que beaucoup reconnaissent déjà. Le prix des aliments, la fragilité des chaînes d'approvisionnement et le sentiment que des décisions prises ailleurs influencent directement la vie quotidienne. Observer ce qui se joue au Burkina Faso permet de relire ces inquiétudes sous un autre angle, moins fataliste et plus structurel. Pour un premier groupe, celui des citoyens, confrontés à l'inflation, le message est simple mais dérangeant. La stabilité des prix n'est pas uniquement une question de subvention ou de taux d'intérêt. Elle dépend aussi de la capacité d'un pays à produire, stocker et sécuriser ce qu'il consomme. Cette prise de conscience invite à regarder différemment les débats publics sur l'agriculture, souvent relégués au second plan face à l'énergie ou à la finance. Pour un second groupe, les entrepreneurs et les acteurs économiques, l'exemple montre comment une chaîne de valeur peut être reconstruite autour d'un objectif stratégique. La création de valeur ne vient pas seulement de l'innovation technologique, mais de la coordination, de la prévisibilité et de l'alignement des incitations. Même à petite échelle, cette logique est transposable. Réduire les dépendances critiques et sécuriser les intrants clés devient un avantage compétitif. Pour un troisième groupe plus civique, le récit pose une question de responsabilité collective. La souveraineté alimentaire n'est pas qu'un slogan étatique. Elle repose sur des choix sociaux, environnementaux et politiques qui impliquent des compromis. Soutenir une production locale, accepter des ajustements et débattre de leurs coûts fait partie du processus. Deux gestes modestes émergent de cette réflexion. D'abord, interroger systématiquement l'origine et la vulnérabilité des produits essentiels. Ensuite, suivre les politiques agricoles avec la même attention que celles liées à l'énergie ou à la sécurité. Ces habitudes ne changent pas le monde immédiatement, mais elles modifient la manière de comprendre le pouvoir. La phase suivante du projet repose sur une logique de séquençage clair.
conçus pour consolider ce qui existe sans provoquer de rupture inutile. La première étape consiste à stabiliser la production actuelle. Les autorités cherchent à sécuriser les rendements, à affiner la gestion de l'eau et à renforcer les mécanismes de suivi environnemental. L'objectif n'est pas d'augmenter immédiatement les surfaces, mais de rendre les données plus fiables et les écarts plus prévisibles. La deuxième étape concerne la transformation. Plutôt que d'exporter uniquement des produits bruts, l'État encourage le développement d'unités locales de conditionnement et de transformation. Cela implique des partenariats techniques, des formations ciblées et des investissements logistiques mesurés. Chaque acteur sait ce qu'il doit faire, sur quel horizon temporel et avec quels indicateurs de performance. Cette approche vise à capter davantage de valeur sans multiplier les risques. La troisième étape touche à la gouvernance. Des mécanismes de concertation réguliers sont mis en place entre coopératives, autorités locales et administrations centrales. L'enjeu est d'éviter que la coordination ne se transforme en rigidité. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension est centrale. La stratégie ne peut survivre que si elle reste ajustable et comprise par ceux qui la mettent en œuvre. La quatrième étape s'inscrit dans le temps long. La diversification des cultures est explicitement intégrée au calendrier afin de limiter toute dépendance excessive. Des projets pilotes sont planifiés, évalués, puis ajustés avant d'être étendus. La réussite se mesure moins par la vitesse que par la capacité à corriger les trajectoires. Enfin, la dernière étape concerne la mesure. Chaque action est associée à des indicateurs simples, stabilité des prix, niveau d'emploi rural, pression sur les ressources naturelles. Cette discipline permet de transformer un projet politique en processus vérifiable. Ensemble, ces étapes dessinent une feuille de route pragmatique. Elle ne promet pas une victoire rapide, mais une progression maîtrisée. Et c'est précisément cette logique, plus que les slogans, qui déterminera la durabilité de la stratégie. Pour revenir au cœur du récit, il faut se souvenir des premières scènes évoquées plus tôt. Ces terres réorganisées, ces coopératives naissantes, ces familles pour qui le travail agricole cessait d'être provisoire. Ce motif, discret mais constant, traverse toute l'histoire. Il rappelle que derrière les chiffres, les réactions diplomatiques et les débats idéologiques, il y a une transformation vécue au quotidien. Avec Ibrahim Traoré, le projet a progressivement pris une dimension symbolique qui dépasse largement la banane. Il a offert un langage nouveau pour parler de dignité, de travail et de projection collective. Là où la dépendance était autrefois perçue comme une fatalité, la terre est redevenue un capital à protéger et à organiser. Cette relecture du rapport au sol agit comme un pivot psychologique autant qu'économique. Le plus marquant n'est peut-être pas l'exportation ou l'effet de levier commercial, mais le changement de posture. Une nation longtemps décrite à travers ses vulnérabilités commence à se définir par sa capacité d'action. Ce glissement modifie la manière dont les citoyens se perçoivent et dont les partenaires extérieurs les regardent. Cette histoire ne célèbre pas une réussite définitive. Elle montre un processus encore fragile, exposé à des risques réels, mais elle révèle une chose essentielle. Le pouvoir ne se manifeste pas toujours par la force ou la richesse accumulée. Parfois, il pousse lentement, saison après saison. À ce stade, la question n'est plus seulement de savoir si le projet agricole du Burkina Faso réussira ou échouera. Elle est plus large et plus inconfortable. Que signifie, pour l'ordre mondial, l'émergence de formes de pouvoir construites en dehors des schémas financiers, militaires ou technologiques habituels ? L'histoire racontée ici oblige à déplacer le regard, à accepter que l'influence puisse naître de choix patients, enracinés et souvent sous-estimés. Pour certains, ce récit restera celui d'une expérience risquée. Pour d'autres, il apparaîtra comme un précédent, un signal envoyé à des sociétés confrontées aux mêmes vulnérabilités alimentaires et climatiques. Dans les deux cas, il invite à repenser la hiérarchie des priorités, ce qui nourrit, ce qui stabilise et ce qui permet de négocier à long terme. Si cette analyse a bousculé votre manière de voir la géopolitique ou l'agriculture, la discussion ne s'arrête pas ici. Partager ce type d'histoire, la confronter à d'autres exemples et en débattre calmement fait partie du processus collectif de compréhension. Le pouvoir change de forme,
parfois sans bruit. Selon vous, sommes-nous prêts à reconnaître ces nouvelles sources d'influence quand elles émergent loin des centres traditionnels,